Bonjour à tous, nous accueillons Yacine, nous vous accueillons dans le cadre des grands entretiens de Concertina. Nous sommes présents également sur les ondes de Ici l'Ombre, la radio de Concertina, 106 FM. C'est important de dire bonjour à tout le monde, donc bonjour à vous sous le chapiteau et bonjour aux auditeurs de la radio. Yacine, la prison, vous la connaissez, votre passé vous y a fait entrer contre votre gré, 8 années passées. Votre présent vous y emmène et là, c'est vous qui le choisissez. Dans les deux cas, votre fil rouge, c'est la culture, les livres, les mots, le savoir, l'apprentissage, comme une nécessité soudain apparue grâce à un de vos frères et à quelques CD. La culture avant pour vous, la culture partagée avec d'autres aujourd'hui, et puis à ce jour, d'autres murs habitent également votre vie professionnelle, ceux des musées. Bonjour et bienvenue. Allô ? Ouais, c'est bon, bonjour. Parfait. Et pour ceux qui ont peut-être déjà entendu Yacine hier à l'enseigne de Rire et Châtiment, on va refaire un tout petit peu de son passé pour bien comprendre d'où il vient pour parler de son présent. Et on va parler en particulier du présent, de votre présent, pour savoir ce qui vous amène ici. Alors peut-être pour commencer avec le passé, vous quittez l'école à 14 ans, je passe sur les années qui suivent, mais vous vous retrouvez en prison et un de vos frères vous amène des CD et de ces CD naît en quelque sorte un autre Yacine, je peux dire ça comme ça ? Alors je ne sais pas, parce que c'est la transformation, elle est dans le regard de l'autre et pas... moi, je ne la voyais pas. Donc je me sentais modifié avec le temps. C'est sûr que les mots, la culture, on croit que c'est folklorique, on dit souvent... On l'a mis de côté puisqu'on est dans un monde d'économie, un monde d'argent qui est souvent valorisé. Et on ne comprend pas que ce monde moderne nous vide de l'intérieur. Et la culture, au contraire, nous remplit de l'intérieur. Et c'est là c'est la transformation, elle est vraiment là. C'est-à-dire il y a une transformation qui se fait par dose homéopathique, mais qui te permet d'avoir un autre regard sur le monde, un autre regard sur l'altérité et qui te fait changer sans que tu t'en aperçois, quoi. Il y a une notion par rapport à cette culture, on va peut-être résumer, mais votre frère vous amène des CD, vous les écoutez, les chansons françaises vous amènent à des mots ou à des auteurs et vous allez toujours plus loin dans cette culture, un peu comme un forcené de la culture, vous passez d'une idée à l'autre et vous vous nourrissez en quelque sorte. Alors au départ, il y a un traumatisme, hein, parce que j'ai perdu un frère qui avait été tué à l'époque et qui lui était plutôt dans l'économie et les affaires. Et un autre frère qui était par contre ouvrier et qui était sous-estimé. Et c'est là où c'est quand même important, qui était sous-estimé, mais qui avait une culture très solide. Une culture pas littéraire, mais une culture musicale, disons, très raffinée, puisqu'il écoutait Brel, Brassens, Léo Ferré, Jean Ferrat, Serge Reggiani, toute une génération comme ça, ou même le chanteur américain qui chantait en français, Graham Wright, là, qui était pas mal aussi. Donc voilà. Et moi, j'ai baigné là-dedans, mais sans écouter, j'étais pas imprégné de ça, mais j'entendais toujours, quand j'étais enfant, cette musicalité un petit peu qui planait au-dessus de moi. Donc il y a quand même un déterminisme des affects comme ça, qui va venir plus tard et qui va se... disons, qui va se concrétiser, qui va se cristalliser un peu plus tard avec cette sensibilité que j'ai eue en détention par rapport à la mort de mes deux frères. J'ai un frère qui se fait tuer, mais le frère qui est décédé du cancer, qui était ouvrier, m'a transmis ces CD que j'ai écoutés et que je me suis réapproprié en profondeur. En profondeur, c'est-à-dire en allant beaucoup plus loin que la chanson elle-même. En allant plus loin que la chanson elle-même, puisque j'ai fait un travail c'est-à-dire au départ, c'était de l'affect et j'étais triste, puisque j'étais en cellule, j'écoutais des chansons de Brel qui sont tristes d'ailleurs, hein, et de Brassens, etc. Donc Brassens pas trop, puisqu'il y avait un côté aussi de l'indignation, hein, de la révolte. Et donc j'ai écouté et tout doucement, j'ai essayé de tirer les rideaux de l'incompréhension de la sémantique. C'est-à-dire je comprenais sans comprendre, puisqu'il fallait comprendre tout. C'était un travail, hein. Donc j'essaie de prendre les mots à chaque fois, je reviens sur une chanson, je pose des questions autour de moi. Alors j'avais pas l'école, parce que j'aimais pas l'école, je faisais une phobie de l'école. Alors je posais des questions et je revenais, j'avais un dictionnaire, je revenais sans cesse sur ces textes. Et c'est là où c'est hyper intéressant parce que
dans ces auteurs-là, ces chanteurs-là m'ont amené à d'autres auteurs. Alors je m'explique, je sais que c'est surtout même Jean Ferrat qui parlait de Mayakovsky, Garcia Lorca, Pablo Neruda, tous ces grands auteurs-là. J'allais à la bibliothèque et j'ai dit qui sont ces auteurs-là. Et à chaque fois, je creusais. Et ça me faisait une sorte d'archéologie un peu du savoir, comme ça, pour reprendre un peu les termes foucaldiens. Là, tu vois. Donc je cherchais, je creusais, je faisais un travail de fourmi. Et donc, je commençais à prendre plaisir, en fait. Et prendre un plaisir de la connaissance et du savoir. Et je commençais à comprendre beaucoup de choses. Comment une société était codifiée et comment il y avait un rapport aussi des dominants de la culture. Alors justement, la culture, c'est un pouvoir. Quand on est en prison, tout d'un coup, on devient quelqu'un de cultivé. On change peut-être le regard des autres, comme vous l'avez dit. Vous aviez l'impression d'obtenir un nouveau pouvoir ? Alors moi, je fais attention avec ça parce que les détenus, ils souffrent et ils sont aussi, il y a quand même une grande déshérence culturelle, une grande pauvreté intellectuelle. Et on ne peut pas être condescendant avec ça. Et se retrouver, disons, de l'autre côté du dominant avec un certain langage dont je ne le faisais pas. Je faisais très attention à ça. Donc j'avais mon langage avec eux. Mais par rapport à la direction, par exemple, comment la direction voyait ça ? Alors je fais attention aussi à ça parce que là c'est chaud. Puisque plus tu t'élèves, et plus tu t'élèves intellectuellement, et plus tu as en face de toi, alors pas tous, je ne généralise pas, parce que j'ai rencontré des gens formidables, mais dans l'administration pénitentiaire, j'ai aussi rencontré des gens qui ont été... qui pour eux, la culture, c'est une liberté. Et tu ne dois pas être libre. Et à partir de là, si on sent que tu t'échappes, on ne te met pas dans une case, tu arrives à t'échapper, ben souvent tu es passé, alors pas que moi, j'avais d'autres détenus qui essayaient de s'élever, ben à partir du moment où tu es pas intelligent, parce que c'est un grand mot, mais que tu commences à être nourri intellectuellement, donc tu commences à changer de comportement, tu commences à être même beaucoup plus posé, beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus silencieux, tu fais attention, donc tu as un autre comportement qui fait que tu es passé pour manipulateur, en gros, quoi. D'accord. Et puis, alors, un risque de pouvoir pour la direction, un risque de liberté, un risque de manipulation, ça fait un regard vraiment très négatif, finalement. Ben oui, d'une partie des gens, peut-être parce pas que, tous. comme je le disais hier, je parlais de cette sorte de théologie, d'ailleurs il en parlait si bien, Jean Lebrun, cette théologie inconsciente, qu'il y a d'un monastère on passe aux prisons, et qu'il y a une sorte de flagellation, une sorte d'expiation, qu'il faut rendre l'âme, qu'il faut que ça soit doloriste, et que quelque part, si on est joyeux en prison, c'est une forme de résistance, et une forme aussi c'est paru comme de l'arrogance. Donc on doit se flageller. Et ça, j'ai pu m'en apercevoir, surtout dans mon parcours. Alors on va avancer justement dans ce parcours. Arrive le musée en prison. Vous vous occupez d'un musée en prison. Parlez-nous peut-être de cet épisode. Le musée en prison a été, il faut comprendre que je suis passé de la maison d'arrêt, des maisons d'arrêt ultra violentes, où c'était extrêmement dur. J'ai pas beaucoup travaillé en maison d'arrêt. On sortait 22 heures sur 24 en prison. C'était très dur. On attendait le procès, etc. Donc c'était pas évident. C'est en centre de détention où j'étais à Réau dans le 77, où j'étais seul en cellule et j'ai commencé à pouvoir. C'est là où j'ai commencé vraiment à travailler. Et là, je me suis aperçu qu'il y a le directeur de la détention, il vient me voir à la bibliothèque, il me dit il y a un musée qui va se créer en détention et qui est organisé par Jean-Paul Cluzel, qui était président de la Réunion des musées nationaux, et Pascal Vion, qui était directeur du centre de détention de Réau. Donc il me propose d'être commissaire d'exposition. On devait passer par plusieurs jurés. Et ils m'ont sélectionné. On était 6 commissaires d'expo à s'occuper de ce musée. Il y avait une centaine d'œuvres qui a été prêtées par tous les musées. C'était la première fois que rentrait un musée en détention. Donc moi, je me suis dit, allez, c'est là où je vais pouvoir m'exprimer. Et c'est là où je vais pouvoir enfin travailler et au moins avoir une sorte de vitrine. Et voilà, c'était une sorte d'oxygène et un peu mettre la tête en dehors de la prison. Et donc voilà, ça a été un univers, ça a été vraiment un très 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 bon moment. Ça a été pendant 3 mois, on a fait rentrer toutes les familles, d'ailleurs des familles des surveillants,
les surveillants eux-mêmes, les détenus, les gens des institutions aussi de l'extérieur. Il y avait des aumôniers, tous les aumôniers de l'Île-de-France qui venaient visiter, et ça a duré pendant 3 mois. Donc, et le thème, c'était le voyage. Donc nous, comme c'est nous, on avait choisi le thème, et c'était à représenter l'Afrique, l'Océanie, un peu une partie de l'Europe et tout. Et donc voilà, il y avait des tableaux, des sculptures africaines, etc. aussi. Et donc voilà, j'ai été commissaire de cette exposition pendant 3 mois et je me suis régalé. Voilà. Un jour, vous sortez, vous avez votre nouvelle culture, on va dire, votre nouveau moi. J'exagère un peu parce que vous restez vous-même, mais vous avez ce savoir que vous avez fabriqué. Et pourtant, vous êtes toujours stempelisé, on dit en suisse allemand, badgé, en quelque sorte détenu. Et là, seules les rencontres peuvent vous permettre d'avancer parce que malgré tout votre savoir accumulé, votre nouvelle manière d'être, vous restez un ex-détenu. Alors déjà, quand on a passé de longues années en détention, il faut savoir qu'on a un trou dans un CV, même si pour celui qui a travaillé, même celui qui a une vie structurée à l'extérieur, qui a passé 10 ans en prison, comment tu vas expliquer 10 années de trou? Donc ça, c'est un point, il y a un handicap déjà. Et alors moi, j'avais passé pas un trou, c'était un abysse. Donc ça, c'est pas évident. Et alors même si tu pouvais apprendre et même si tu avais une férocité en toi de vouloir t'en sortir et qu'en France, ça marche par les diplômes et que c'est extrêmement difficile de pouvoir trouver un travail. Alors moi, là, ce que j'ai fait, c'est que quand je me suis occupé du musée, j'ai vu Jean-Paul Cluzel, qui était président de la Réunion des musées nationaux. C'était la dernière visite à l'époque, avec d'ailleurs, il y avait la ministre de la Justice, Mme Taubira, qui venait. Donc j'ai eu un échange avec elle sur les mouvements de la négritude, d'ailleurs, de Aimé Césaire, parce que j'avais beaucoup lu sur Aimé Césaire. Et donc on a eu un échange intellectuel là-dessus et tout, et surtout aussi avec Jean-Paul Cluzel qui aimait l'histoire. Donc on a parlé de Braudel et on avait fait le tour un peu de toute l'histoire des grands historiens des annales. Et donc lui, il m'avait dit, mais comment, parce qu'en fait ça le choquait, parce qu'il me disait, mais comment ça se fait que vous passez de un tel à un tel, et il n'arrivait pas, parce qu'il ne trouvait pas le chaînon manquant, qu'est-ce qui a pu se passer, comment vous avez fait? Donc je lui explique ce que je viens de vous dire. Je déroule et tout, et c'est là que j'en profite et je lui dis, mais est-ce que ça mérite une perspective d'avenir professionnel? Parce que c'est bien beau de travailler la littérature, mais je lui dis, mais ça ne remplit pas le frigo. Je lui dis, il faut bien que je travaille, il faut bien que je gagne ma vie. Est-ce que vous êtes prêt à prendre le risque de pouvoir m'embaucher? Il m'a dit, écrivez-moi. Et c'est comme ça que... alors j'ai écrit, alors même la lettre, je l'ai travaillée, parce qu'il faut le travailler aussi, tout ça, tac, tac, donc... Et donc j'ai travaillé et j'ai envoyé le courrier à la Réunion des musées nationaux et ils ont accepté de me prendre pour un stage au départ. Prudent quand même. Prudent. Ouvert mais prudent. Non, c'était bien. Non, au contraire, c'était bien. C'était un test pour voir. D'abord pour la première sortie, il fallait, parce qu'on sort par dose homéopathique. Il y a une permission d'abord. Ensuite, donc ça c'était logique et cohérent. Mais et donc ça s'est très bien passé pour les 5 premiers jours. Alors j'étais en comptabilité, ils m'ont mis dans un petit poste et tout, donc j'ai commencé à travailler. Et ensuite, voilà, et après j'ai préparé ma conditionnelle et ils ont accepté de pouvoir m'embaucher sur un CDI, un CDD, pardon. J'ai commencé, voilà, j'ai travaillé pendant 2 ans à la Réunion des musées nationaux. C'est comme ça que j'ai pris avec le bracelet au départ. Pendant 1 an, j'ai eu le bracelet. Et j'ai travaillé pendant 2 ans à la Réunion des musées nationaux. Donc ça a été pour moi un élément... mais ça a été fondamental, c'est extrêmement important de les bonnes rencontres parce que sans que tu rencontres des personnes de ces institutions qui peuvent t'offrir et qui peuvent te tendre la main, j'en serais pas là aujourd'hui. Et c'est évident. Et après, j'ai fait d'autres rencontres que je vais vous raconter, mais si tu t'en sors pas tout seul, c'est pas possible, c'est pas vrai. Alors justement, aujourd'hui, prenons le présent, aujourd'hui vous êtes un peu ce passeur-là, c'est-à-dire que c'est vous maintenant qui aidez des détenus par des formations, par la manière d'amener la culture dans les prisons, par le lien que vous pouvez faire avec des entreprises. Parlez-nous peut-être de comment vous amenez cette culture. Alors, pendant la Réunion des musées nationaux où j'ai travaillé, j'ai travaillé au musée Picasso pendant 3 ans. Et donc, il fallait que aussi, c'est un grand combat, parce que il fallait que je lutte aussi contre des forces
et des forces terribles, parce que c'est pas facile la liberté. Et la liberté, c'est terrible. Moi, je ne pensais pas à ce point-là, parce qu'il y a des forces qui sont déterminantes, c'est-à-dire un environnement, l'argent. Moi, je gagnais beaucoup d'argent à l'époque, je me retrouvais avec le SMIC. Donc, il faut payer son loyer, il y a des réalités économiques en face de toi. Donc la pression, c'est le choix, en fait. Le choix que vous devez faire. Non, c'est pas que le choix, c'est aussi une question d'identité. J'avais une identité à l'époque, d'une fierté, une sorte de... J'étais un peu charismatique, j'avais une famille, je nourrissais des gens autour de moi, avec mes frères, etc. Et là, je me retrouve, boum, dans une classe sociale complètement... parce qu'on peut dire ce qu'on veut, même chez les voyous, il y a une classe sociale. Mais c'est vrai. Donc je me retrouve quand même dans un niveau très bas. Et donc ça, c'est très fort. Et la culture m'a permis de me débarrasser de ça. Et c'est pour ça que c'est très important. Très, très important. Pourquoi ? Parce que tu déconstruis le rapport à l'argent et à l'ultra-consommation. Vous avez changé le curseur, en quelque sorte. Bien, aujourd'hui, je m'en fous d'une Rolex, quoi. Si je prends un voyage au bout de la nuit et je le donne à mon fils et je lui dis tiens, va lire Céline, c'est le plus beau cadeau que je peux lui faire. Et donc, les rapports n'ont plus rien à voir. J'ai vidé l'argent pour remplir une bibliothèque. C'est plus la même chose. Ou autre chose. J'ai rempli un intérieur. Donc, c'est différent. Et c'est là tout le travail que là. C'est pour ça que je dis aux détenus, mais souvent, j'ai des détenus qui ont envie de changer et qui ont vraiment l'envie, c'est-à-dire une détermination à changer, mais qui n'ont pas les armes pour ça. Et je leur dis, mais c'est un travail. C'est un vrai travail. Et ce travail-là, il faut qu'il soit aussi collectif et qu'il soit nourri d'un environnement et pas d'une violence symbolique ou un mépris où on ne regarde pas le détenu. Parce que ne pas regarder un détenu ou un ex-détenu, c'est lancer un pavé dans la mare de la délinquance. Vous me disiez, quand on a préparé cet entretien, je leur dis, vous me dites si je me souviens bien, on va braquer la culture comme on braquait une banque ou quelque chose comme ça ? Non, je disais, c'était ma phrase, souvent je disais quand j'étais en centre de détention à Réau, parce qu'il y avait un braqueur qui me disait, qui essayait de vouloir apprendre et tout, et je lui disais, mais t'as braqué des banques, viens, on va braquer le savoir. Le savoir. Voilà. Et donc je lui disais ça. Mais pour revenir un peu aux rencontres, ensuite, moi j'ai fait une rencontre qui a été... vraiment une autre rencontre qui a été vraiment fondamentale dans ma vie aussi, ça a été Clotilde Gilbert, qui a été la présidente qui a été présidente de Wake Up Café. C'est une association de réinsertion de détenus. Et donc j'ai fait cette rencontre-là. Elle m'a fait confiance aussi, de la même manière que Jean-Paul Cluzel. Et on a beaucoup parlé ensemble. Et elle m'a dit qu'il lui fallait dans son équipe quelqu'un d'expérience pour pouvoir transmettre aux détenus. Et aussi une sorte de lanterne un peu pour voir que des détenus te suivent dans ton parcours. Et donc elle m'a fait confiance et aujourd'hui je suis responsable pédagogique depuis 2 ans et demi dans cette association. Et donc cette association-là, il y a plusieurs sites. Il y a des sites sur Paris, Lyon, Marseille. Ça a pris une expansion parce que Clotilde Gilbert était aumônier de prison pendant 8 ans. Et au début, elle a commencé à rendre service à des détenus en cellule qu'elle visitait. Et comme elle avait un réseau d'entreprises, elle s'est dit viens travailler tout doucement, viens travailler chez lui. Et elle a fait confiance. Elle a vu que ça marchait. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a commencé à multiplier et ça a pris un effet exponentiel. Elle a ouvert des sites un peu partout. Et donc, ça marche puisque on a 12% pratiquement de récidives. Sur la moyenne nationale, qu'on est à 67% quand même. Et on a à peu près 1700, on a suivi à peu près 1700 ou 1800 wakers à peu près. Je ne sais pas si c'est ça, Cécile. Il y a des chiffres ? 2008. Ah, 2008, je me suis trompé. Alors, 2008 depuis 2014. Et donc, on a... alors, Cécile, je la présente parce qu'elle est responsable du site de Montpellier, de Wake Up Café, et qui fait un super travail. Donc voilà. Et donc c'est ces rencontres-là qui m'ont permis de changer de vie. Et aujourd'hui, je suis responsable pédagogique. Je fais aussi des ateliers de culture générale l'après-midi, puisque le matin, dans les sites, on est chargé. C'est chargé souvent pour l'emploi. On refait les CV. Il y a des chargés d'emploi, des chargés d'insertion. On est toute une équipe. Le matin, on booste les wakers qui sortent. C'est-à-dire que les wakers, on ne dit pas les détenus, parce que pour ne pas les marquer au fer rouge, on dit les wakers.
Et donc la sémantique, les mots, c'est vachement important aussi. Donc on tisse du lien puisqu'on mange tous ensemble. Par exemple, Cécile, elle ne va pas manger avec les chargés de l'emploi ou machin, elle mange avec les détenus. On mange tous ensemble, on fait la vaisselle ensemble, on est toute une famille, on est toute une famille ensemble. Et puis, mais il y a une rigueur et une discipline. Et tous ceux qui sortent de détention, c'est-à-dire qui sont suivis, qui sont en semi-liberté ou au bracelet, qui choisissent Wake Up Café, on dit voilà, il y a de la rigueur, il y a de la discipline pour le matin, ça va être vraiment chargé pour l'emploi. Et l'après-midi, c'est la reconstruction de soi. Donc on fait des travaux il y a beaucoup d'intervenants qui viennent pour reconstruire psychologiquement, travailler sur les émotions, travailler aussi sur... et moi, j'interviens énormément là-dessus. Et j'interviens aussi en détention aujourd'hui. Si je reviens, alors on va revenir à la détention, mais si je reviens à ces formations qui permettent finalement une intégration, donc il y a le travail sur le CV, est-ce qu'il y a aussi la manière de se présenter à un entretien ou, parce qu'on a l'impression que quand on parle de réinsertion, on parle toujours du travail pur, mais il y a aussi comment est-ce qu'on se présente. Est-ce que là, il y a aussi des formations par rapport à ça? On a des formations, on a des formations qui sont d'ailleurs travailler sur le visuel, travailler sur le comportement. On a une association Eloquentia qui vient aussi, qui travaille sur les détenus, comment s'habiller, c'est important aussi, comment se tenir, comment parler, comment regarder quelqu'un dans les yeux. Donc il y a tout un travail aussi. Alors je dis pas tous, parce que ça je fais très attention parce que et qu'il y a quand même une chose qu'il faut vraiment apporter, c'est que chez les détenus, on ne peut pas dire un détenu est un bloc homogène. Il y a une diversité chez les détenus. Moi, j'ai rencontré des détenus vraiment d'une grande qualité. Et il y a des détenus avec une grande précarité. Donc, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Il y a des parcours différents, il y a des vies différentes. C'est comme tout, quoi. C'est comme quand je parlais de féminisme. Le féminisme, c'est pas qu'un bloc. Il y a une myriade de différences, de manières de voir les choses, de défendre le féminisme, de le défendre. Donc on en parlait justement. Mais ça veut dire que dans votre approche ou dans l'approche de ces Wake Café, c'est très individuel. Vous travaillez ensemble dans le sens où vous mangez ensemble, vous faites la vaisselle ensemble, vous travaillez ensemble, mais en même temps il y a une approche individuelle en fonction de qui vous avez en face pour justement ne pas faire ce bloc. Le détenu ou les détenus sont un détenu. Oui, alors on a des entretiens individuels, on le fait souvent, mais par exemple, à titre personnel, moi l'après-midi, je fais des ateliers de culture générale. Alors, je transmets le savoir, mais là aussi, je fais très attention parce que je n'arrive pas comme ça avec un cartable ressembler un peu aux institutions et à l'éducation nationale où ils ont été asphyxiés de ça et qu'il y a une sorte de rejet compulsif. Je rentre en immersion, je suis avec eux et je vulgarise le savoir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais raconter des vies, mais des vies aussi cabossées, qui ressemblent un peu à ces souffrances qui ont été formatrices en prison, mais je parle, par exemple, je donne un exemple pour parler concrètement. Si je parle, par exemple, de Caravage, je sais que Caravage, avant de parler du clair-obscur et des tableaux, je vais dire Caravage a une vie tortueuse. Et il est passé par là, il a tué un homme à Rome, il s'est mis en cavale à Malte. Et d'ailleurs, on appelait le pouvoir du pinceau à l'époque, puisqu'il était protégé à Malte. Et donc voilà, je vais raconter ces vies-là, et là, ils sont captés, puisque c'est dire il y a quand même des gens, même chez les dominants, il y a même dans le pouvoir de la culture, il y a des gens qui sont passés par là. D'ailleurs, tout à l'heure, Jean Lebrun parlait de Jean Genet. Jean Genet est passé en prison. Absolument. Qui a été condamné à mort, etc. Donc voilà, tous ces vies comme Dostoïevski qui rentre en prison, etc. J'ai fait un atelier même sur Vaux-le-Vicomte. On en parlait avec Cécile sur Vaux-le-Vicomte Nicolas Fouquet, surintendant des finances de Louis XIV, qui avait été en prison et qui avait pris perpétuité à l'époque. Et donc je vais en parler, je veux vous parler d'un mec qui a pris perpète. Et là, je rentre dans l'histoire et je glisse tout doucement dans l'histoire des geôles. D'abord, je parle de la prison, de comme ce qu'il a vécu, etc. Et ensuite, je glisse vers la culture et je tombe sur Louis XIV sans qu'il s'en aperçoive. C'est machiavélique. Voilà. En tout cas, ça accroche. Et puis, c'est un côté accrocheur, quoi. Et je parlais même de Louise Michel, parce que Louise Michel a été enfermée en Nouvelle-Calédonie. Donc, avant de parler de la révolution de 1870, 1871, la Commune,
si je parle directement de la commune, comme ça, Léa Prusse, machin, et Adolphe Thiers, etc., je vais les perdre. Donc je parle d'abord de ce qu'elle a vécu, Louise Michel, en prison en Nouvelle-Calédonie, et qui transmettait d'ailleurs même son savoir elle-même aux Kanaks et aux gens enfermés là-bas. Comment ? Aux Algériens aussi, aux Kabyles, aux Algériens qui étaient enfermés, c'est exact. Elle donnait des cours en prison. D'ailleurs, elle a lutté aussi dans le système pénitentiaire là-bas. Et tout, une sacrée femme et une femme d'une grande férocité, une grande volonté incroyable. Et donc voilà, je transmets ça. Je passe par des chemins comme ça et ensuite, ça va tout seul. Ça veut dire qu'entre le moment où vous êtes fabriqué votre culture tout seul et la manière dont vous formez, il y a un grand gap. C'est-à-dire que vous avez dû beaucoup travailler pour amener ce savoir par d'autres voies. C'est-à-dire vous êtes allé directement de Ferré à Verlaine, de Verlaine au suivant. Là, vous avez dû travailler pour justement amener ce parcours qui passe par la prison de certains de ces parce que je pense que quand auteurs. on n'a pas fait d'études, quand on n'a pas été à l'école, on sait que derrière, qu'il y a des raisons, je dis bien des raisons de contexte social, de violence, et et surtout d'exigences de nos parents à l'époque, qui voulaient qu'on fasse des études, qu'on soit docteur sans moyens vraiment... quand je dis sans moyens environnemental, qui fait qu'à un moment donné, l'école, elle représente quand même elle représente une violence. Je ne dis pas que c'est une violence, l'école, attention. Je dis que ça représente, dans nos perceptions, une sorte de violence. Et qui fait que quand moi, j'arrive, on me parle de conjugaison, c'est comme si on me mettait un coup dans le ventre. Conjugaison, il, pluriel, machin, j'arrive même plus à respirer. Et je m'en suis aperçu chez les détenus aussi. C'était à peu près, ça se ressemblait. Sorte, on est comme asphyxié, puisque c'est une mémoire qui revient sans cesse. Et donc tout ça, je me suis aperçu que je ne voulais pas passer par là. Et je voulais passer par des images d'abord. Et des images de grands auteurs, des images politiques, qui est De Gaulle, qui est machin. Et donc c'est plus par une histoire, voilà, par un récit. Et c'est beaucoup plus prenant. Vous continuez à apprendre en enseignant ? Il y a souvent ce rapport entre l'enseignant et le mais tous les le jours. formé. Tous les jours. Là, et d'ailleurs, je fais même des grands écarts idéologiques. Je vais aller chercher même de l'autre côté, je vais lire Bakounine, comme par exemple, qui est anarchiste, etc. Comme je vais partir, comme je le disais hier, je vais partir chez Maurras, Barrès et les collaborationnistes comme Drouet La Rochelle, etc. Je m'intéresse à tout et je ne me ferme aucune porte. Aucune porte. Parce que si tu te fermes des portes, tu commences à dire maintenant je ne lis pas à ça, je ne lis pas là, je ne vais pas là, parce que si, parce que ça, tu n'apprends rien. Donc je ne me ferme aucune porte sans tomber non plus dans des idéologies et faire attention d'où tu viens et qui tu es. Mais je me nourris constamment tous les jours. J'essaye, quoi. Il nous reste 2 minutes pour ouvrir une porte gigantesque, mais je l'ouvre quand même. Là, vous êtes en train de dire le travail que vous faites a posteriori, c'est-à-dire avec des détenus. Est-ce que la manière dont vous enseignez ne serait pas celle qu'on devrait amener dans les écoles pour éviter, justement, en termes de prévention, finalement, simplement ? Enfin, simplement. Ça serait prétentieux de ma part, mais je n'ai pas la réponse. Mais vous avez un avis. Mais j'ai un avis. Allez, on est entre nous. Non, j'ai un avis dans le sens, parce que je ne vais pas dire ça, parce qu'il y a des profs qui font un super boulot, et souvent on leur tape dessus, alors que ce n'est pas la faute des profs. Moi, j'ai vu des profs qui se battent, ils sont là, ils sont très proches des élèves et tout, et le problème, il n'est pas là. Le problème, il est dans une société capitaliste, une société où on prend le portable, une société d'économie mondiale qui fait des ravages. Et on met tout sur la tête du prof. Et le prof, et vas-y, et c'est le prof, et c'est le prof. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je pense pas. Moi, j'y crois pas. Il y a des programmes en même temps, sans parler des profs, mais j'imagine qu'il y a des programmes justement ou des idéologies de l'enseignement. Oui, mais des programmes. Mais avant de parler des profs, faut regarder aussi. Moi, j'ai écouté Régis Debray une fois, et il parlait lui de déculturation même du politique. Et il faisait la comparaison avec Ferdinand Buisson du début du siècle, qui était un immense penseur politique, et il faisait la comparaison avec un ministre d'aujourd'hui. Et il disait, c'est une déculturation totale et abyssale. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est pas les profs, c'est pas le prof en lui-même. C'est bien au-delà, c'est bien au-dessus. Ouais. Donc il y a un système qui a fait des ravages. Et je pense que c'est le système de l'argent, le système mondial capitaliste. J'en suis certain.
On est obligé de mettre un terme à ce dialogue. Merci beaucoup de tout ce que vous avez pu amener comme idées, comme pensées qui peuvent peut-être nous faire grandir aussi au-delà de ce simple entretien. Je rappelle qu'on était aussi en direct sur Ici l'Ombre, la radio de Concertina, et que ces entretiens, les grands entretiens dont celui-ci, sont également à retrouver plus tard sur le site de Concertina. Merci à tous, merci aux auditeurs et merci beaucoup à vous Yacine.